Bonjour à tous, bonjour, bonjour, ou plutôt bonsoir. Bienvenue à cette 40e, c'est déjà la 40e édition de l'Alliance Éco. Je m'étonne moi-même, je sais pas, il y a des tas de choses à dire et voilà. Donc, merci de votre fidélité parce que 40 émissions, suivies par, aujourd'hui déjà 376 personnes, et j'espère qu'il y en aura plus. Eh bien, en plein milieu du mois de juillet, c'est absolument génial. Voilà. Alors, de quoi allons-nous parler ce soir? Quand j'ai fait ma petite, intervention, dans le live d'Antoine qui m'a demandé: «Que se passerait-il, si la France était mise sous tutelle du FMI?» J'ai l'impression, c'est juste une impression, que, beaucoup de personnes ont compris que la France était sous tutelle du FMI. Il y a de très, très fortes chances que ça se passe, puisque de toute façon les discussions sont déjà en cours. Mais, je voudrais corriger une chose, aujourd'hui, à l'heure là où je parle, eh bien, non, la France n'est pas encore officiellement sous tutelle du FMI, mais ça pourrait bien venir. En tout cas, il y a autre chose qui se passe, dans la France aujourd'hui, c'est ceci. D'accord? C'est qu'on voit partout, partout, dans tous les journaux, dans toutes les émissions de télé, sauf évidemment les merdias officiels, ça on est bien d'accord, que votre argent est en danger, que Macron va commencer par l'or, le cash et l'immobilier pour nous piquer notre épargne. Monsieur le Premier ministre parle de il faut absolument taxer, c'est une façon de le dire. Il faudra prendre, il faudra se servir, je ne sais pas quel mot ils vont utiliser. En tout cas, c'est réquisitionner l'argent des livrets A et particulièrement des assurances vie. Il y a des gens du macronisme qui disent il faut vite bloquer l'épargne parce qu'il ne faut pas que l'épargne s'enfouisse avant qu'on ne puise dedans. Et vous avez un économiste que Antoine a cité plusieurs fois, qui s'appelle Marc Touati, que vous voyez là, et qui dit protégez votre épargne avant qu'il soit trop tard. Et comment est-ce que vous allez le protéger? Ben, il n'y a pas 36 façons. Il faut sortir l'épargne des banques et il faut le placer dans autre chose. C'est pas hyper compliqué à comprendre, j'imagine. Donc, ce dont nous allons parler ce soir, c'est dans quoi est-ce que je vais placer mon épargne si je veux sauver cette épargne. Alors, la première chose que beaucoup de gens ne comprennent pas, parce que je vous jure que j'ai eu beaucoup, beaucoup de demandes de ce type-là, et donc je présente déjà mes excuses à ceux qui, bien entendu, ont parfaitement compris le mécanisme, mais il y en a d'autres qui peut-être ne l'ont pas encore compris, et donc je voudrais m'adresser à eux aussi ce soir. Ce que vous voyez ici, c'est la valeur de l'euro en francs suisses, d'accord? Alors ici, la courbe est retournée puisque, la courbe, c'est la valeur du franc suisse exprimée en euros. Regardez ce que fait, l'euro en 21, on obtenait 89 centimes de francs suisses pour 1 euro. Donc notez bien ça, on obtenait 89 centimes de francs suisses pour 1 euro. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça, ça veut dire que l'euro était nettement plus fort que le franc suisse. Nous sommes 5 ans plus tard. Aujourd'hui, il faut payer 1,74 € pour avoir un franc suisse. Donc ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire tout simplement que l'euro, la valeur de l'euro relative au franc suisse est en train de baisser. Ça s'appelle la dévalorisation, parce qu'on ne parle pas de dévaluation, mais la dévalorisation et la dévaluation, c'est exactement la même chose, sauf que la dévaluation, c'est un dé officiel, alors que la dévalorisation, c'est ce qui se passe tous les jours. Eh bien, vous voyez, sur 5 ans, l'énorme augmentation du franc suisse par rapport à l'euro. Je fais la même chose sur 30 jours. 30 jours, c'est un seul petit mois. Eh bien, on passe de
1,63 € à peu près pour un franc suisse. Donc il faut payer 1,63 € pour obtenir un franc suisse. Aujourd'hui, il faut payer 1,74 €. 1,074 €, pardon, donc 1,063 € et 1,074 € pour avoir un franc suisse. Donc, ça veut dire que le franc suisse continue à augmenter de valeur par rapport à l'euro. Ça s'appelle donc la dévalorisation. Pour nous, ça s'appelle quoi? Ben, ça s'appelle de la perte de pouvoir d'achat. Alors, je répète quelque chose de très important. Vous achetez une voiture française que vous payez X euros. Bien, vous allez toujours la payer en euros. Vous achetez une voiture chinoise que vous allez acheter en euros. Mais comme l'euro se dévalorise par rapport aux autres monnaies, ben, qu'est-ce qui va se passer? C'est que si vous achetez la même voiture dans 2 mois, 3 mois, 5 mois, 6 mois, eh bien, vous allez payer beaucoup plus d'euros que vous ne payez aujourd'hui. C'est pourtant la même voiture, mais vous allez payer plus cher. Et la question que je vous pose, c'est est-ce que votre revenu a augmenté en proportion? La réponse est dans 99,99% des fois, non, mon salaire, mon revenu n'a pas augmenté. Donc ça veut dire que mon pouvoir d'achat, la valeur en termes d'achat de ce que je peux acheter avec mon argent diminue. Non seulement ça diminue vis-à-vis des autres monnaies, mais ça diminue intrinsèquement parce qu'à cause de l'inflation, j'ai déjà expliqué ça, je crois 5 ou 6 fois, plus il y a d'argent, plus la planche à billets a fonctionné, eh bien, plus il y a d'argent pour payer le même volume de biens et de services. Donc ça veut dire que si j'ai une pomme et que j'ai 2 € dans le marché, imaginons que toute l'économie est représentée par une pomme et que toute la masse monétaire du pays est représentée par 2 €, ben, une pomme coûtera 2 €. Si j'ajoute 1 € et j'ai toujours la pomme, ben, la pomme, elle va coûter 3 €. Autrement dit, mon argent a perdu la moitié de son pouvoir d'achat. Parce que la différence entre 2 et 3, c'est 1, et 1, c'est la moitié de 2. Donc, des 2 € au départ. Donc, ça veut dire que mon argent a perdu 50% de sa valeur. C'est épouvantable. Et donc, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui me posent la question: «Oui, mais j'ai 10 000 € en banque, demain, j'aurai quand même toujours 10 000 € en banque». Mais bien évidemment que vous aurez toujours 10 000 € en banque. La question est de savoir, avec ces 10 000 €, est-ce que vous allez avoir la même capacité d'achat ou est-ce que vous pourrez acheter les mêmes choses au même prix dans 1 an, 2 ans, 3 ans? Avec l'inflation et la dévalorisation, la réponse est évidemment non, vous allez payer plus cher. Deuxième question, c'est: «OK, si je dois payer plus cher peut-être, mais est-ce que mon revenu a augmenté dans la même proportion?» Vous répondrez vous-même à cette question. Je mets ma main au feu que pratiquement 100% des gens qui m'écoutent vont dire: «Ben non, mon revenu n'a pas augmenté en conséquence, donc par conséquent, je m'appauvris avec mes 10 000 €. Mes 10 000 € deviennent de moins en moins ont de moins en moins de valeur et donc par conséquent, ben voilà, je perds». Et la question maintenant qui se pose, c'est par rapport à votre épargne. Qu'est-ce que c'est que de l'épargne? Ben, l'épargne, c'est l'argent que vous avez gagné, que vous avez mis de côté pour vos vieux jours ou pour des coups durs ou que sais-je encore. Et cette épargne, vous espérez évidemment qu'elle ait le même pouvoir d'achat qu'au moment où vous l'avez constituée. Donc, si vous avez constitué une épargne, je dis n'importe quoi, de 10 000 € qu'il y avait sur votre livret A en l'an de grâce 2020 et qu'aujourd'hui, vous voulez utiliser ces 10 000 €, ben, vous allez constater que ces 10 000 € achètent nettement moins que ce que vous étiez capable d'acheter en 2020. Et pourtant, vous n'avez toujours que ces 10 000 €, plus peut-être un très maigre intérêt que la banque vous a payé et qui ne compense absolument pas la perte de pouvoir d'achat. Donc, garder de l'argent en banque et garder de l'argent dans des assurances vie est pour moi une ineptie totale aujourd'hui, non pas parce que l'assurance vie est un mauvais produit ou que le livret A est un mauvais produit, mais simplement, pardon, parce que cet argent est libellé en euros et que c'est toujours de l'euro qui ne rapporte rien ou très, très, très peu et qui perd de la valeur par rapport à l'inflation et la dévalorisation de l'argent.
tout ce qu'on importe devient de plus en plus cher de par le fait que la valeur de l'euro diminue en valeur par rapport à la monnaie des pays à partir desquels on importe. Donc voilà, j'ai fait la même chose en euros, j'ai fait l'euro par rapport au franc suisse, ou plutôt le franc suisse par rapport à l'euro, mais je peux faire exactement la même chose au niveau du dollar. D'accord? Si je reprends le dollar par rapport au franc suisse, que je prends comme monnaie de référence européenne, parce que c'est la monnaie la plus stable et celle qui a le plus comment dirais-je, de stabilité, ben oui, c'est bien ça. Eh bien, c'est bien le franc suisse. Ben, vous voyez que le dollar sur 5 ans, il s'est maintenu approximativement en 2021-2022 à peu près au même niveau. Puis, il y a eu un crash énorme dans la mesure où le dollar s'est renforcé à cause de l'élection de Donald Trump, euh, ou en tout cas, je ne sais pas ce qui s'est passé. Ah ben non, c'est le Covid, évidemment, c'est ça. Et puis ensuite, eh bien, vous voyez que le dollar continue, enfin que le franc suisse continue à devenir de plus en plus cher par rapport à exprimé en dollars. Donc, c'est toujours la même chose. Le franc suisse, étant une monnaie de référence, devient proportionnellement plus cher, même s'il se dévalorise par rapport à l'or. Ça, on verra tout de suite. Donc, vous avez la même chose sur 5 ans et sur 30 jours. Ben, vous constatez que c'est pas jojo, quoi. C'est vraiment pas jojo de voir que la valeur de notre argent diminue. Et quand je parle de la valeur de l'argent, je pense à deux choses. Pas seulement l'argent que je dépense au jour le jour pour vivre, mais aussi l'argent que j'ai mis de côté, qui est le fruit de mon travail, de ma transpiration, et que j'ai envie que cet argent puisse m'acheter au moins ce qu'il était capable d'acheter quand j'ai commencé et quand j'ai créé cette épargne. Ben ça, j'ai le malheur de vous dire que ce n'est pas le cas. Alors si on compare avec l'or, l'or sur 5 ans, ben, qu'est-ce que vous voyez que l'or a fait? L'or a simplement surperformé tous les marchés, a surperformé tout ce que vous pouvez imaginer, puisqu'en 5 ans, l'or a pris une augmentation de valeur de 81,08%. C'est absolument énorme. Si on divise ça par 5, ben, ça fait presque du 19%, du 16%, 16,5% tous les ans en moyenne, qu'il a augmenté. Alors, trouvez-moi un livret d'intérêt, trouvez-moi une assurance vie, trouvez-moi un produit bancaire qui rapporte du 16% chaque année. Bon, et il y a encore des gens qui hésitent en disant: «Ah, mais l'or est cher, est-ce que vous pensez qu'il est bon que j'achète de l'or?» Ben, à partir du moment où le prix de l'or continue à monter et à flamber comme il est en train de maintenant, c'est évidemment une excellente solution, parce que même si je place de l'argent dans de l'or pendant 1 an et que l'or monte de 10, 15, 20%, eh ben, j'aurai toujours ça de prix sur l'ennemi, comme on dit. C'est-à-dire que j'aurai quand même augmenter le pouvoir d'achat de mon argent de 20%. Et si en même temps il y a une inflation de 6, 7 ou 8%, ben 20 moins 8, j'ai toujours gagné 12%. Donc voilà, c'est tout bête, c'est tout con, excusez-moi d'être comme ça, mais il y a pas photo, quoi. C'est vraiment très, très, très simple à comprendre. Si je prends l'or sur 1 an, l'évolution du cours de l'or sur 1 an, eh bien, à aujourd'hui, donc du 22 juillet 2024 au 22 juillet 2025, c'est-à-dire à peu près aujourd'hui, eh bien, l'or a pris 32,68%. De nouveau, donnez-moi un placement qui a fait une telle performance. On ne peut pas le trouver. On peut vraiment pas trouver cela. Et je vous garantis que pour ceux qui disent oui, mais l'or a dépassé les 100 euros le gramme, c'est horrible, ça n'ira jamais plus loin. Moi, je vous prédis que le gramme d'or va valoir le double, le triple, voire le quintuple d'ici 2, 3 ans. C'est pratiquement certain. Je n'ai pas de boule de cristal et je ne peux pas vous le garantir, mais je mettrai ma main au feu que je suis prêt à prendre un pari avec des gens pour dire que je vais gagner ce pari. Dans 2 ans, dans 3 ans, l'or aura au minimum doublé, voire triplé de prix. Donc il vaudra peut-être 300 euros le gramme. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que l'euro se casse la gueule. C'est pas l'or qui augmente, c'est l'euro qui se casse la gueule. C'est ça qu'il faut comprendre. Et donc, si vous avez 10 000 € et que ces 10 000 € valent 3 fois moins ou un tiers, eh bien, ça veut dire qu'avec 10 000 € dans 3 ans,
vous achetez la même chose que ce que vous achetiez avec 3 000 € aujourd'hui. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que je suis en train de dire. Donc, monsieur Macron, toute la clique de pédophiles et de salopards qu'on a en haut dans notre gouvernement là, beh, ce sont des gens qui sont en train de nous ruiner et qui s'enrichissent bien évidemment au-delà de toute, proportion. Ça c'est clair. Bon, donc par conséquent, il est temps de faire quelque chose et pour ceux qui hésitent, parce que j'ai reçu aussi beaucoup, beaucoup de mails et je remercie ces personnes sincèrement du fond du cœur qui m'ont dit, j'ai au moins une dizaine de mails que j'ai reçus cette semaine, de personnes qui disent: j'ai hésité très longtemps, j'avais peur». Et je comprends, je peux parfaitement comprendre. C'est comme si, on vous arrachait ou on arrachait le cœur de ces gens, on arrache le fruit de leur travail, mais la seule chose que ces personnes dont ces personnes ne se rendent pas compte, c'est que s'accrocher à 10 000 € qu'ils ont mis en 2020 et s'accrocher à ces 10 000 € aujourd'hui, ils ont déjà perdu 30 ou 40 de leur pouvoir d'achat. Déjà maintenant, avec 10 000 € aujourd'hui, on achète la même chose qu'on pouvait acheter avec 6 000 € en 2020. C'est ça qui est terrible et que beaucoup de personnes ne comprennent pas parce que c'est vrai que sur leurs extraits de compte, ils voient toujours 10 000 €. Mais ces 10 000 € n'achètent plus la même chose. Et c'est ça la notion de pouvoir d'achat. Et j'insiste énormément là-dessus parce qu'il y a beaucoup trop de personnes qui n'ont absolument aucune conscience de cela. Et c'est ça, justement, c'est là-dessus que jouent les banques, le gouvernement, les conseillers. Ils disent, mais enfin, vous vous rendez compte, vous allez gagner du 4%. Mais je m'en fous de gagner du 4%. Moi, si j'ai une inflation à du 6 ou à du 8%, je fais un calcul tout con. 8% de perte d'un côté, 4% de gain de l'autre côté, 8 moins 4, j'ai toujours perdu 4%. Donc ça veut dire qu'en 25 ans, mon argent, il vaut plus rien. Parce que 4 fois 25, ça fait 100%. Donc c'est absolument d'une simplicité. Il n'y a rien de difficile à comprendre à ça. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est oser dire à votre banquier, euh, vous voulez que j'investisse chez vous? Mais quelle est l'inflation réelle? Ne me parlez pas de l'inflation officielle, ça c'est du pipeau. L'inflation réelle, regardez les prix. Les prix n'arrêtent pas de monter, de et en plus on nous taxe et on nous taxe et on nous taxe. Donc les prix n'arrêtent pas de monter. Et vous dites qu'il y a que 2 d'inflation, mais vous foutez de ma gueule, c'est pas possible, quoi. L'inflation réelle est de 6 à 8 aujourd'hui, minimale. Donc si vous pouvez me donner un produit bancaire qui me donne 6 pour compenser l'inflation et 2 de rémunération logique et normale de mon argent. Ça veut dire du 8 minimum. Avant impôt, après impôt, d'accord? Après impôt, pas 8 dans lesquels j'ai encore payé des impôts. Non, non, après impôt. Donc ça veut dire que vous pouvez encore une fois rajouter 30. Donc 30 de 8, ça fait combien? Ça fait 2,4, ça veut dire du 10,4. Si vous me donnez un produit qui me rapporte du 10,4, j'investis chez vous. Il n'y a aucun problème. Mais il n'y a pas un banquier qui peut vous proposer du 10,4, ça n'existe pas. Donc, qu'est-ce que vous dites à votre banquier? Vous dites tout simplement, ben, moi je sais comment je vais faire pour avoir mes 10%. Je vais simplement mettre mon épargne dans de l'or ou des pierres précieuses. Parce qu'avec ça, je sais que ça monte et ça continuera à monter. Il y a zéro problème par rapport à ça et il y a zéro doute par rapport à ça. Donc voilà, c'est tout con. D'accord? L'or a fait une petite baisse depuis le 20 juin jusqu'au 26 juin. Il est arrivé à son plus bas. Et puis à partir du 28 juin, il a recommencé à monter un petit peu. Aujourd'hui, il est déjà à 0,33% au-dessus du plus haut point qu'il avait au mois de juin, qui était déjà son plus haut point. Donc on va de nouveau vers 3 000 € l'once. Et je vous garantis, non, je ne peux pas vous garantir, mais ma main à couper que d'ici la Noël, l'or ne sera pas à 2 900 € l'once, il sera peut-être à 5 000 € l'once, probablement. Donc, c'est pas compliqué à comprendre. Bien. Alors, il y a des personnes qui me disent, oui, mais je n'y comprends rien, moi, entre les grammes et les onces, etc. Bon. Alors, sachez que une once d'or, c'est une mesure anglaise qui travaille sur le système duodécimal, donc système par 12.
et 20. Et donc, par conséquent, ils avaient des mesures un peu bizarres. Or, le commerce de l'or est géré par une entité pratiquement mondiale aujourd'hui qui s'appelle la London Bullion Market Association, LBMA, retenez cela, ou notez L de Léon, B de Bernard, M de Marcel, A, M de Alphonse, donc LBMA, London Bullion Market Association, qui, depuis la nuit des temps, cote l'or en onces, et une once, ça vaut 31,32 grammes. Donc, une once égale 31,32 grammes. Donc, 33 onces, c'est approximativement 1 kilo d'or, à quelques grammes près. D'accord? Voilà. Alors, donc, quand on voit ces courbes-là, j'ai envie de vous dire une chose. Ces courbes-là, ou ce prix-là, c'est le prix qui est défini à la bourse entre professionnels du marché de l'or, c'est-à-dire les mines et essentiellement les mines et les raffineries. Il n'y a pas une personne et pas un négociant qui va vous vendre l'or au prix de 2960 € pour 31,32 grammes. Ça n'existe pas. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que il y a des intermédiaires et que ces intermédiaires doivent bien vivre aussi. Donc c'est clair que le prix de l'or sera plus cher que là. Mais ce qui est intéressant de comprendre dans cette prix et dans ces courbes, c'est qu'on voit l'évolution du prix de l'or. À la limite, ça a relativement peu d'importance si c'est 2960 ou 2940 euros Londres. Ce qui est important, c'est de voir quelle est l'évolution du cours de l'or et puis de prendre ce prix comme référence et puis faire des petits calculs si vous le souhaitez pour savoir quel est le prix que vous allez payer dans le marché. Et encore, je vais vous parler du prix du marché tout de suite. Donc, ceci pour vous dire que quand on parle de protection de l'épargne, eh ben, moi, je me réfère personnellement, parce que je le fais depuis 2019, euh, je parle d'un moyen de protéger mon épargne de façon spectaculaire, qui sont l'or et les pierres précieuses d'investissement. Alors, donc, si je peux faire un tout petit résumé de ce que j'ai dit jusqu'à présent, c'est que l'euro et le dollar perdent de la valeur, c'est donc de la perte de pouvoir d'achat. Alors, vous allez me dire, oui, mais on peut investir dans la bourse. Oui, c'est tout à fait exact. Sauf que les bourses, toutes les bourses, en particulier européennes et américaines, sont hyper surévaluées. On s'attend à ce que très bientôt, et très certainement à partir du 1er août, date à laquelle l'Europe et Trump ne seront toujours pas mis d'accord probablement sur les taxes, eh bien, ça veut dire que les États-Unis vont imposer une taxe de 30% sur tous les produits européens et vous allez voir la chute du marché, ça va être absolument énorme si on ne trouve pas de solution. Et pour l'instant, toutes les bourses agissent comme si on aura nécessairement une bonne solution qui va satisfaire tout le monde. Je l'espère, mais je n'en suis pas tout à fait certain. Mais de toute façon, si on regarde tous les multimilliardaires américains, tous les consultants hyper professionnels des BlackRock, etc., ils disent tous, pour l'instant, il faut se méfier des bourses parce qu'elles sont totalement surévaluées. Il va y avoir un crash épouvantable. Donc, moi, si j'étais vous, sauf si vous êtes un expert en spéculation boursière, ben, allez là-dessus. Mais si vous êtes monsieur et madame tout le monde qui avait un peu d'argent et qui ne savait pas comment l'investir, surtout n'allez pas dans la bourse. Donc pour moi, aujourd'hui, les seules valeurs refuges pour les personnes qui ne sont pas riches, riches ça veut dire multimillionnaires, d'accord? Eh bien, c'est l'or et les pierres précieuses, parce que là, on dort sur ses deux oreilles. Et jusqu'à présent, l'or et les pierres précieuses ont surperformé même les meilleures bourses. Donc, c'est vous dire que c'est un très, très, très bon placement. Alors, je voudrais vous parler, avant de rentrer dans des détails, d'une différence importante, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent: «Oui, mais j'ai pas envie d'investir dans l'or, je vais investir dans de l'argent». Oui, pourquoi pas? C'est une excellente solution et d'ailleurs, l'argent est en train de remonter en valeur aussi et probablement même encore plus rapidement que l'or. Seulement, il faut savoir une chose. Une once d'or, aujourd'hui, vaut 2960 € à la bourse. Une once d'argent, c'est-à-dire 31,32 grammes, c'est toujours le même poids en argent, vaut à la bourse de Londres
38 euros. Donc, qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire qu'il faut 89 fois plus de volume d'argent pour atteindre la même valeur que l'or. Alors, imaginez que vous ayez 10 000 ou 20 000 € à placer, d'accord? Est-ce que vous voyez le nombre de kilos d'argent que ça représente? Donc, c'est pour ça que si vous gardez de l'argent en banque, de l'argent, je veux dire métal en banque, ayez un très grand coffre parce que ça va vite se remplir. Avec 20 000 €, vous avez tout de suite un coffre qui ressemble à une très, 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 très grosse boîte de chaussures. Bon. Tandis qu'avec 20 000 €, vous avez juste un tout petit truc comme ça en or, parce que voilà, la valeur de l'or est 89 fois supérieure à la valeur de l'argent. Et c'est pour ça qu'on dit toujours que la réserve de valeur, c'est pas la même chose qu'une réserve de monnaie ou de moyen de paiement. Effectivement, quand il y a une crise, les gens, qu'est-ce qu'ils faisaient? Pour pouvoir vivre quand ils avaient dépensé le solde de leur argent comptant et qu'il n'y avait plus d'argent comptant parce que ou que l'argent comptant ne valait plus tripette. Regardez la République de Weimar en 1932 où un pain valait plusieurs milliards de Deutschmarks. Je dis bien plusieurs milliards. On vendait un pain pour à peu près 10 à 15 milliards de Deutschmarks. Donc, imaginez, même le papier sur lequel étaient imprimées les choses, le papier avait plus de valeur que la valeur nominale de ce papier. C'est vous dire combien, à quelle ineptie on est arrivé. Bon, eh bien, les gens vendaient leur argenterie parce que une fourchette d'argent qui représentait, on va dire, 30 grammes d'argent pur, eh bien, cette fourchette d'argent nourrissait une famille pendant une semaine. Ça a été comme ça pendant toute la vie. Et donc, si vous avez peur d'une crise, et surtout si vous avez peur, et moi aussi j'ai peur, je vous le dis très honnêtement, que au mois de septembre, on va assister à quelque chose d'impensable jusqu'à quelques mois, c'est qu'en France, on va être traité de la même façon qu'en Grèce et en Chypre et au Liban, à savoir, on va tout à coup se retrouver avec des banques fermées, cadenassées par le gouvernement. On n'aura plus accès à notre argent, on n'aura plus accès à notre épargne, on n'aura évidemment plus accès à nos coffres bancaires. Et de cette façon-là, eh ben, l'argent de l'État pourra piquer joyeusement et exactement ce qu'il veut dans nos comptes. Donc, moi, mettre de l'or ou de l'argent dans un coffre bancaire en France, ça aussi, il faut être complètement siphonné pour faire ça aujourd'hui, avec les risques énormes qu'on a de se faire confisquer cela par l'État à partir du mois de septembre. Tout le monde estime que c'est à partir du mois de septembre que ça va claquer. Bon. Donc, c'est important d'avoir quelques pièces d'argent ou quelques lingotins d'argent chez vous. J'estime pour une famille de 4 personnes, ayez une réserve de 3 000 à 4 000 € en argent chez vous. Et qu'est-ce qui va se passer si un jour les banques ferment? Eh bien, je peux vous dire une chose, c'est que la valeur de cet argent va instantanément doubler ou tripler et qu'une pièce d'argent nourrira votre famille pendant une semaine. Voilà, c'est relativement simple. C'est donc une réserve monétaire, c'est une réserve de monnaie, une réserve de moyens de paiement, mais c'est pas ce qu'on appelle une réserve de valeur, bien que ça l'est évidemment un petit peu quand même. La vraie réserve de valeur, c'est quelque chose qui est rare, qui a énormément de valeur et qu'on met de côté pour le long terme. Et ça, c'est plutôt des pierres précieuses et l'or, bien évidemment. C'est pour ça qu'on fait une différence entre ces deux métaux, entre l'or et l'argent. Quand je dis l'or, je parle toujours de l'or et entendez, et les pierres précieuses, parce que l'un ne va pas sans l'autre, c'est à peu près la même réserve de valeur de tout temps, des pierres de couleur, les belles émeraudes, les beaux saphirs et les beaux rubis ont toujours été des réserves de valeur depuis la nuit des temps, exactement comme l'or. Voilà. Donc ceci pour faire une distinction entre réserve de valeur et réserve monétaire. Alors il y a des gens qui me disent, oui mais est-ce que j'ai plus d'avantage à acheter des pièces ou acheter des lingots? Alors, je vais vous dire très honnêtement, je ne suis pas du tout un expert de numismatique et de pièces d'or. La seule chose que je peux vous dire, c'est que le prix des pièces dépend de 2 choses. Un, quel est le pourcentage réel d'or fin qu'il y a dans les pièces? Pourquoi? Parce qu'une pièce n'est jamais, sauf quelques rares pièces, il y en a 3 ou 4, d'accord, n'est jamais de l'or à 999,9.
pour 1000 de pureté, alors que les lingots doivent l'être. Les lingots, surtout frappés du sigle LBMA, eh bien, sont garantis 9900, enfin 999,9 pour 1000 de pureté. Bon. Et pourquoi est-ce là? Ben, tout simplement parce que l'or est un métal mou et que si vous mettez des pièces dans votre poche et que la poche elle serre un petit peu, ben, vous retrouvez avec une pièce qui fait comme une courbe. Bon, ça n'a plus tellement de valeur une pièce comme ça. Donc on fait toujours des alliages des pièces et la valeur de la pièce dépend évidemment de la quantité, le pourcentage d'or fin qu'il y a dans cette pièce. Et la deuxième chose, c'est la demande. Il y a des pièces qui sont extraordinairement demandées et il y en a d'autres qui sont très peu demandées. Et du coup, les pièces peu demandées, même si elles ont un alliage équivalent à la pièce fortement demandée, mais cette pièce-là aura une valeur moindre que la pièce avec une forte demande. Et donc, c'est pour ça que personnellement, en ce qui concerne mon épargne, je dis bien mon épargne, donc ce que je mets de côté pour le long terme, eh bien, cette épargne, je ne veux pas avoir ces variations dépendant de choses qui ne sont pas intrinsèques au métal. Je veux du métal pur et donc je ne travaille que, en ce qui me concerne, mon épargne, ou enfin notre épargne à Claudie et à moi, eh bien, c'est évidemment dans du lingot ou du lingotin dont on est certain de la pureté. Donc ça, c'est très important. OK? Et je rappelle que le prix que vous trouvez sur internet, le prix de l'or, parce qu'il y a des gens qui me disent: «Oui, mais vous m'avez conseillé telle société, mais quand je compare avec ce que je trouve sur internet, ils sont chers». Bah, évidemment qu'ils sont chers. Je rappelle que le prix que vous trouvez sur internet, c'est le prix entre professionnels, c'est-à-dire entre mines et raffineries. Une fois que la raffinerie a acheté de l'or, à un prix X, d'accord, elle va évidemment commencer à raffiner cette matière première pour en extraire de l'or pur, pur, pur. Et de l'or pur, 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 c'est 999,9 parts pour 1000 de pureté. Ça, c'est la première chose. Et donc, il y a des coûts qui sont liés à ça, des coûts énergétiques, des coûts de personnel, des coûts de bâtiment, etc., etc. Donc, ça veut dire que le kilo d'or, ben, il s'alourdit de ces coûts ou d'une proportion de ces coûts. Et puis, il y a une deuxième chose, c'est que la raffinerie, elle doit bien vivre, elle doit faire du profit, donc elle prend une marge par-dessus le prix LBMA. Et puis, sauf si vous êtes capable d'aller acheter directement à la raffinerie, ce qui est extraordinairement rare, eh bien, vous achetez évidemment cet or chez un négociant qui, lui, achète en grosse quantité à la raffinerie, obtient des prix très intéressants et vous permet de bénéficier en tout ou en partie de ces bons prix. Et ce négociant, ben, il doit vivre aussi. Ça veut dire quoi? Ben, il fait exactement comme votre boucher. D'accord? Si vous achetez un steak chez votre boucher à, disons, 25 € le kilo, vous savez aussi bien que moi que le steak, il ne l'a pas acheté à l'abattoir à 25 € le kilo. Il l'a acheté à 15 € le kilo, ou 12,5 ou 18 € le kilo, je ne sais pas. Mais en tout cas, la différence entre 25 et le prix auquel il vous vend et le prix auquel il l'a acheté, c'est sa marge à lui qui lui permet de payer son bâtiment, son personnel, son énergie, ses impôts, son salaire, etc., etc. C'est normal que ces gens puissent vivre. Donc, par conséquent, au prix de l'internet que vous trouvez sur internet, vous avez le coût et les marges de la raffinerie et vous avez les frais et les marges du négociant. Pourquoi les frais? Ben parce que le négociant, pour pouvoir être un négociant sérieux et habilité, donc ayant une autorisation légale de pouvoir commercer dans du marché des métaux précieux, ben, il doit payer une licence, il doit payer des frais spécifiques et qu'il recharge évidemment en tout ou en partie à ses clients. Donc c'est tout à fait logique, il n'y a personne qui discute à ce niveau-là. Maintenant, je vais parler plus loin de comment allez-vous distinguer quelqu'un qui est un margoulin ou qui est un bon commerçant. C'est très difficile. Je vais donner un certain nombre de critères d'ici quelques temps, tout de suite, là, maintenant. Voilà. D'en façon, parce que j'ai aussi des questions, chez qui est-ce que je dois m'adresser? Alors, ça fait aussi maintenant, je crois 2 ans et demi que j'insiste sur le fait de mettez votre épargne en or ou en pierres précieuses et faites ça chez un négociant
qui est crédible, qui est valable, qui est, de confiance. Et j'ai toujours des personnes qui disent: «Oui, mais non, moi j'ai envie d'aller, à la banque à côté de chez moi» et donc j'ai eu dernièrement un mail, d'une très brave, gentille personne, qui m'a dit: «J'ai été demander à ma banque et au stupeur, ils m'ont dit qu'ils ne vendaient pas d'or». Bah oui, les banques ne vendent pas d'or. Très peu de banques vendent aujourd'hui de l'or, heu, parce que c'est un commerce en soi et je rappelle que pour vendre de l'or, beh, l'or, c'est un poids, c'est des coffres, c'est de la négociation, c'est ci et cetera. C'est pas du marché de l'argent, c'est un marché de marchandises et c'est autre chose. Donc il y a des banques qui vendent de l'or, il y a des banques qui ne vendent pas d'or. Mais quand les banques vendent de l'or, qu'est-ce qu'elles font? Elles vous disent: «Je veux bien vous vendre de l'or, mais vous devez prendre un coffre chez moi et mettre ça dans votre coffre». Alors là se pose la question, qui n'a strictement rien à voir avec l'or ou avec l'argent ou avec les pierres précieuses, mais la question de savoir, est-ce que si on se fait mettre sous la coupe réglée du FMI, du Fonds monétaire international, est-ce que les banques vont pas fermer? Et si vous mettez votre or dans un coffre bancaire ici en France et que la banque est sous cadenas, ben, je vous souhaite bien du plaisir pour récupérer votre or. D'accord? Parce que ça va être une cible privilégiée de l'État, bien évidemment. Donc, c'est pour ça que personnellement, un, je ne veux pas avoir de l'or chez moi parce que, ma chère et tendre épouse s'est fait attaquer 2 fois couteau sur la gorge en tant que pharmacien. On lui a volé chaque fois toute son argenterie, ses bijoux et tout et tout et tout. Donc, ça suffit, nous n'avons plus aucune valeur chez nous. J'invite tous les voleurs à venir chez nous, ils ne trouveront jamais rien de valeur, c'est très, très simple et donc par conséquent, excusez-moi, nous avons mis notre épargne chez un marchand qui garde ça pour nous. Et le tout est de savoir quels sont les critères que vous avez utilisés, Claudie et François, pour vérifier que ce marchand est de confiance. C'est ce que je vais vous expliquer tout de suite. Donc moi, je vous recommande, si vous achetez ou si vous placez votre épargne dans de l'or ou des pierres précieuses, ne le faites pas en France. Pour une simple raison, c'est que vous serez ciblé, vous serez, comment est-ce qu'on appelle ça? Fiché et automatiquement la première cible, de l'État si jamais il décide de se servir, sur notre épargne. Alors, placer son argent en or ou placer son pardon, en or ou en pierres précieuses d'investissement, PPI, c'est pierres précieuses d'investissement, excusez-moi. C'est donc évidemment une opération de long terme. Pourquoi? Mais parce que ce que je mets, dans l'or et les pierres précieuses, c'est mon épargne et mon épargne, c'est ce que je mets de côté pour nettement plus tard, ma retraite ou encore plus loin, peu importe. Bon, donc sachez que à l'achat, vous ajoutez enfin, vous allez payer, à ce négociant les frais de ce négociant et la marge de ces négociants et je rappelle que l'or et les pierres précieuses, c'est du métal et c'est des cailloux. Et ces métals et ce caillou, ça ne rapporte pas d'intérêt. Ce n'est pas de l'argent, ce sont des marchandises. Si vous achetez un canapé, votre canapé ne vous rapporte pas d'intérêt. Si vous achetez un kilo de tomates, ce kilo de tomates ne vous rapporte jamais des intérêts et ainsi de suite. L'or et les pierres précieuses, c'est des marchandises et les marchandises ne rapportent pas d'intérêt. D'accord? Donc, c'est très simple à comprendre. Et donc, par conséquent, si vous placez de l'argent dans de l'or, et que vous mettez par exemple 1 000 € dans de l'or ou dans des pierres, beh, sachez qu'en réalité, le négociant, en tout cas le négociant, chez qui je suis client, d'accord? Lui me dit, la bouche en cœur et tout à fait clairement: «Je prends 20 de marge et j'ai 3 de frais à l'achat». Donc sachez que si je mets 1 000 € chez ce commerçant, en réalité, je vais acheter pour 800 € d'or au coût de la raffinerie, même pas au coût de internet. Parce que dans ce prix-là, il y a le coût de la raffinerie. Bon. Donc, si je veux récupérer mes 1 000 € lorsque je revends mon or ou mes pierres, bah, il faut que le prix de l'or ait augmenté d'autant jusqu'à ce que, à la revente, je touche le même montant ou plus que ce que j'ai réellement payé. Donc, je reçois aussi des mails de personnes qui sont déjà clients de la société chez qui moi je suis client et qui me disent: «Je comprends pas, j'ai mis de l'or
j'ai acheté de l'or en 2023, vous dites que l'or a monté de 35%, et si je regarde le prix auquel si je vendais aujourd'hui, eh ben, je vois que je n'ai que 5% de gain. Oui, mais vous comparez le prix d'achat d'un côté et le prix de revente de l'autre. Mais la différence, c'est quoi? C'est 20%. Donc ça veut dire que si vous voulez savoir si votre or assez réellement a augmenté de prix, ben, vous allez sur le site de cette société qui indique très clairement le prix auquel il vous vend de l'or. Et donc ce que vous faites comme démarche, c'est que vous prenez le nombre de grammes et de milligrammes d'or que vous avez dans votre compte et vous le multipliez par le prix d'achat d'aujourd'hui. Et vous verrez que ce prix est effectivement de 30 ou 35% plus élevé, ou 25, ou je ne sais pas, plus élevé, d'accord, entre 2023 et 2025. Bon. Et donc, par conséquent, si aujourd'hui, en prix de revente, vous avez déjà fait 5% de bénéfices, ça veut bien dire que votre or a augmenté de minimum 30%, voire 35%. Ce qui est à peu près correspond à ce que vous voyez comme la courbe que je vous ai montrée. En un an, l'or a augmenté de 33%. Ben, en prix de revente, vous allez retrouver ces 33%. Voilà. Mais si vous enlevez les 20% ou 21 ou 22%, je ne sais pas, avec les frais, de ce que vous touchez aujourd'hui, eh ben, vous allez trouver les 5% ou les 6% que vous réclamez en disant je n'ai que 5%. Non, vous avez véritablement touché, mais vous avez aussi récupéré toute la marge. Et donc maintenant, au bout d'un an, si vous avez déjà réclamé, vous avez déjà, pardon, retrouvé et récupérer cette marge, et que vous laissez cet or dans votre compte encore un an et demi, je rappelle que c'est du long terme, d'accord, le placement en or, ben, vous allez voir que vous allez faire un plantureux, mais un plantureux bénéfice, d'accord? Donc voilà, il faut comprendre ça aussi. Beaucoup de gens ne comprennent pas qu'il y a une marge dans le produit et que malheureusement, on est obligé de payer la marge. Il faut bien que le commerçant, il vive. Donc, combien de temps est-ce que je dois attendre? Je ne sais pas. Si je me retourne à l'année 2010, si j'avais acheté de l'or en 2010 et que j'avais payé 20% de marge, j'aurais dû attendre jusqu'en 2018 pour avoir récupéré les 20%. Donc ça veut dire que il aurait fallu 8 ans, 8 ans d'augmentation de prix de l'or, qui a augmenté très faiblement pendant tout ce temps, pour récupérer mes 1000 euros que j'avais payés au départ. Ceux qui ont acheté de l'or le 1er janvier 2025 auraient déjà pu revendre leur or en avril 2025, donc 4 mois plus tard, puisqu'en 4 mois, l'or avait pris 31% d'augmentation de prix. Et donc aujourd'hui, il y a eu un flottement, même une légère baisse de l'or. Pourquoi? Parce qu'il y a l'effet Trump qui a clamé sur tous les toits qu'il allait rendre l'Amérique très très grande. Il a dit il va y avoir des tarifs, donc des droits de douaniers partout. Et effectivement, pendant un certain temps, eh bien, tout le marché a réagi en disant c'est génial, on va racheter du dollar et vendre notre or. Et du coup, le prix de l'or a légèrement diminué. Et bien maintenant, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Exactement ce que j'avais prévu, ça va durer 3-4 mois, et puis il est en train de remonter, et maintenant il va monter, 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 et je vous garantis qu'il va monter très fort. Donc, combien de temps faut-il attendre pour récupérer la marge? Très honnêtement, je n'en sais rien, je n'ai pas de boule de cristal, mais moi, je parie, mais ma main au feu, que dans moins d'un an, le prix de l'or aura encore doublé. Donc, pour ceux qui veulent acheter de l'or aujourd'hui et qui veulent battre tous les marchés, ben, je vous garantis que moi, en tout cas, tous mes sous que je gagne et que je peux mettre de côté, je le mets dans de l'or, je mets dans de l'or et des pierres précieuses parce que ça monte de façon exceptionnelle. Voilà, donc ceci pour vous donner cette information. Alors, garder de l'or chez soi ou dans un coffre, j'en ai parlé déjà un petit peu. Évidemment, si vous achetez en France, vous serez fiché. Si vous gardez chez vous, bah, ça ne prendra pas de coûts de garde parce que vous n'allez pas devoir payer
votre propre coffre et cetera et ça, mais c'est quand même un énorme risque et comme on va vers des problèmes sociaux monstrueux, au mois de septembre, moi je peux vous dire une chose, c'est que le nombre de cambriolages qu'il va, y avoir en France va probablement tripler ou quadrupler. Donc moi je ne veux pas garder la moindre valeur chez moi, ça c'est tout à fait certain. Bon. Garder ça dans une banque française, c'est un énorme risque pour ce que je viens de vous dire. Si les banques sont cadenassées par le gouvernement, ben, adieu l'accès à votre or, vous ne pourrez pas. Et donc, si vous le placez à l'étranger, il faut quelques garanties. Alors, quelles sont les garanties auxquelles vous devez faire très attention? Parce qu'il y a des gens qui disent, ah, mais j'ai pu acheter chez Bullion Vault ou chez je ne sais pas très bien qui, en Internet, je peux acheter bien moins cher que vous. Oui, oui, c'est tout à fait possible. La première question que vous devez vous poser, c'est quel est l'effort juridique? Qu'est-ce que ça veut dire, l'effort juridique? Ça veut dire quel est l'endroit auquel vous pouvez déposer plainte contre la société au cas où vous vous sentiriez grugé ou maltraité. Eh bien, je vous invite à donc, chez tout marchand chez qui vous allez, de demander ses statuts et de demander ses conditions générales de vente. Parce que ça doit être indiqué dedans et si c'est pas indiqué dedans, méfiance de chez méfiance, parce que tout d'un coup, vous allez voir que ce fameux négociant, eh bien, ce n'est qu'un bureau d'une société dont le siège social se trouve aux Maldives ou, aux îles Vierges, îles où vous n'irez jamais et où on parle une langue que vous ne comprenez pas et vous allez vous payer pour, 25 000 € de frais d'avocat, plus les vols et les déplacements jusque là-bas pour récupérer vos 20 000 €. Beh, non, évidemment, et donc vous serez gros-jean comme devant. Donc par conséquent, première chose à vérifier, c'est où est-ce que je peux me diriger, vers quel tribunal et quel, service juridique est-ce que je peux, me diriger selon les conditions générales contre ces sociétés si jamais elle fait quelque chose de rédhibitoire. Très, très, très important et dans la majorité des contrats, vous ne trouvez même pas cette indication. Donc méfiance totale par rapport à ce type de société. Deuxième chose, c'est est-ce que cet or est bien enregistré au stock, donc là où il est entreposé, à votre nom et non au nom de la société qui vous la vend? Parce qu'il y a beaucoup de sociétés qui disent: «Oui, oui, oui, je vous vends de l'or et je le garde pour vous». Mais quand vous lisez les conditions générales, vous vous rendez compte que cet or ne vous appartient pas. L'or appartient toujours à la société et ce que la société vous a vendu, c'est une créance sur la société. Et donc, par conséquent, si vous dites, si cette société tourne mal, mais qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il y aura liquidation de la société. Qui va se servir en premier? L'État. Qui va se servir en deuxième lieu? Bien évidemment, le liquidateur. Et vous serez très, très, très heureux si vous récupérez 10 ou 15% ou 20% de la somme que vous y avez placée. Mais à partir du moment où l'or est à votre nom dans le stock, là où il est, vous ne risquez rien. Et il y a beaucoup de gens aussi à qui je dois expliquer ça, donc je vais utiliser la métaphore. Vous achetez un canapé chez un marchand. Vous le placez et vous demandez à ce marchand de mettre ce canapé chez votre fils parce que vous êtes parti en vacances et qu'il voudrait bien livrer chez votre fils. Le canapé arrive chez votre fils. Vous rentrez de vacances et vous constatez que le marchand a fait faillite. Est-ce que ça vous cause un préjudice à partir du moment où vous savez que votre canapé, il est chez votre fils et qu'il est à votre nom chez votre fils? Non, parce que vous avez toujours le canapé. Mais si vous dites: «OK au commerçant, j'achète le canapé». «Oui, oui, gardez-le, il y a pas de problème». Le commerçant fait faillite, revenez de vacances. Est-ce que vous allez récupérer votre canapé? Non, même si vous l'avez payé, parce qu'il fait partie du stock du commerçant et du coup, eh bien, vous serez créancier non privilégié et vous allez ramer pendant des années pour récupérer une partie du prix de votre canapé. Donc c'est très important de comprendre que vous devez avoir de l'or à votre nom chez le stockiste, là, à l'entrepôt, chez le concierge et ça, c'est capital. Et il faut que ça soit garanti par contrat. Et ça, c'est exactement ce qui est, le cas dans la société avec laquelle je suis client. Ensuite, bon, ça c'est mon cas personnel, je connais personnellement le PDG de cette entreprise parce qu'à force de lui apporter des clients, beh, c'est clair qu'il m'a demandé de passer chez lui. Donc
Je sais où il habite, je connais son numéro de téléphone, je connais sa fille, je sais exactement chez qui je dois m'adresser et aussi pour vous aider si jamais il y a quoi que ce soit qui se passe, je me porte garant de faire, des démarches pour vous. 3e chose, si vous faites garder votre or chez quelqu'un, eh bien, demandez à cette société: «Oui, mais qu'est-ce qui me prouve que l'or que vous gardez pour moi, même s'il est à mon nom, c'est encore toujours de l'or et qu'il n'y a pas un quidam qui est rentré dans le coffre et qui a remplacé mon lingot ou ma part de lingot par un vulgaire caillou, d'accord? Donc il faut que j'ai la garantie annuelle que l'or est toujours là, que c'est de l'or à du 999,9 pour 1000 de pureté et qu'il est bien à mon nom. Eh bien, il y a un notaire, donc une personne qui est assermentée. Assermentée, ça veut dire une personne dont la parole fait foi. D'accord? Si vous avez un procès et que vous avez mais que vous contestez une décision de police, vous allez toujours perdre. Pourquoi? Parce que le policier, il est assermenté, et le juge, il croit le policier parce que le policier, il a juré qu'il allait agir selon les lois de la France. Bon, mais les notaires, c'est comme ça et je connais personnellement, parce que malheureusement, j'ai eu un notaire, enfin, j'ai pas eu, ma famille a connu un notaire qui s'est révélé être un maroulin. Ben, le mec, il s'est retrouvé en tôle avec à peu près 100 millions de dédommagements à payer à ses clients parce qu'il avait fait de fausses déclarations. Donc un notaire qui, doublé d'un expert, vient annuellement contrôler le stock, vérifier chaque lingot, vérifier chaque bout de papier, vérifier chaque compte et toute la comptabilité de la société, eh bien, et qui dit: «Je certifie que c'est bien de l'or et je certifie que cet or est bien à votre nom et je certifie que c'est de la quantité, juste et que cet or est vraiment de l'or». Avec ça, moi, j'estime que j'ai une garantie en béton armé parce que, voilà et en plus, cet or est gardé dans un coffre qui n'appartient ni à une banque, ni à l'État et qui est complètement séparé de toute chose. Donc j'ai notre épargne à Claude et à moi est complètement sortie du monde bancaire et c'est très bien comme ça. Il peut arriver n'importe quoi, le monde peut s'écrouler, cet or, me revient toujours, point barre. Donc c'est facile. Et alors, dernière chose, c'est quels sont les frais? Est-ce que dans les conditions générales, la structure des frais est claire et transparente? Si ce n'est pas clair ni transparent ou pas indiqué, combien de fois j'ai entendu des personnes qui me disent: «J'ai été acheté, oui, oui, j'ai eu un prix fantastique». Bon et vous avez déjà été demandé combien seraient les frais à la revente? Ah non. Bon, ils reviennent, ils disent 12%. Oui, mais attendez, vous avez payé combien à l'aller? 12% et la marge? Ah, il m'a dit que il me prenait que 5%. Ah bah, 12 plus 12 plus 5, si je mets à côté, ça fait toujours 29%. Donc vous avez été roulé et ça, c'est ce qui se passe très régulièrement. Donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention et demander un contrat en bonne et due forme et lire les conditions générales de vente avant de faire n'importe quel achat. De façon à vous, comment dirais-je? Vous donner ce sentiment de sécurité que votre épargne est bien placée et qu'il ne peut rien lui arriver. Ce sont des conditions très simples à contrôler. Il suffit de lire les conditions générales de vente et normalement, tout ça doit se trouver là-dedans. Voilà. Et enfin, bien évidemment, qualité du service, mais ça n'est pas quelque chose qui dépend des conditions générales de vente, c'est quelque chose qui dépend de la façon dont la société agit avec vous. Et en ce qui concerne la société chez qui moi j'ai déposé mon épargne, enfin nous avons déposé notre épargne, je peux vous garantir qu'on a un service absolument top de chez top de chez top. Impressionnant. Donc voilà, ça c'est ce qu'il faut faire pour si jamais vous voulez acheter de l'or et surtout l'acheter à l'étranger. Alors voilà, j'ai mis sur papier, un certain nombre de questions, que je voulais retrouver ici. Je vais essayer de les repasser très vite en revue parce qu'il y a déjà des questions auxquelles j'ai répondu dans mes explications. D'accord? «Ah bon, c'est possible d'acheter de l'or? Je ne savais pas». Oui, évidemment, vous pouvez acheter de l'or, il y a aucun problème. Heu, Où est-ce que je peux acheter de l'or? Je vais tout de suite, vous dire ça, enfin, je viens de vous répondre, chez des marchands qui vous offrent toutes les garanties, de critères que je viens de citer. Est-ce que je ferais mieux d'acheter de l'or ou des pierres précieuses? Alors là, très honnêtement, ça dépend de votre sensibilité. L'or, aujourd'hui, augmente de prix plus vite que les pierres précieuses. Mais par contre, c'est des variations
extraordinaire. L'or peut monter et descendre de prix de 10% en quelques jours. Il n'y a aucune espèce de difficulté. On a déjà vu des jours où l'or a perdu en un seul jour 21%. Donc c'est vraiment énorme. Les pierres précieuses, c'est pas du tout le cas. Pourquoi? Parce que c'est un tout petit marché. Il faut comprendre que le marché de l'or mondial, c'est approximativement 9 millions de kilos d'or qui sont vendus chaque année, qui sont commercialisés chaque année. En pierres précieuses d'investissement, ce sont des pierres qu'on trouve, ce ne sont pas des pierres qu'on cherche. Ces pierres arrivent par hasard, évidemment dans les mines où on cherche des émeraudes, des rubis ou des saphirs, mais de temps en temps, il y a une pierre exceptionnelle, de pureté exceptionnelle et très grosse que la nature a produite. Ce genre de pierre-là, on en trouve aujourd'hui dans le monde entier entre 10 et 12 kilos par an. Comparer 10 à 12 kilos à 9 millions de kilos, vous voyez tout de suite la différence. Hein, 9 000 tonnes contre 10 kilos, c'est pas la même chose. Bon. Donc c'est un tout petit marché qui n'est du coup pas du tout manipulé par les banques. Parce que l'or aujourd'hui est vraiment sous-évalué à cause des banques. Et donc, les pierres précieuses, c'est un marché à part, mais il y a une très grosse demande de tout temps. Il y a eu des demandes de pierres précieuses parce que les gens sont très vite rendus compte que ces pierres-là étaient aussi des réserves de valeur. Pour vous donner une indication, en 2023, on a trouvé le troisième plus gros rubis du monde qui faisait 111 carats. Un carat, c'est 0,02 grammes. Je dis bien un carat, c'est 0,02 grammes. Faites les calculs. 100 carats, c'est une pierre de 2 grammes. 2 grammes, c'est rien du tout. Bon. 2,2 grammes. Bon, mais cette pierre-là, elle a été vendue 38 millions de dollars par Sotheby's à New York. Ces pierres sont vendues à la criée, une fois l'an, par Sotheby's ou par d'autres, mais c'est toujours des grandes maisons qui vendent ce genre de pierres-là. Et ces pierres définissent donc, euh, c'est là l'offre et la demande qui définit les prix de ces pierres. Eh bien, évidemment, j'ai fait toute une émission à ce sujet-là, je crois, il y a un mois à peu près, retournez à cette émission à propos des pierres précieuses. Vous allez retrouver toutes sortes d'informations à ce niveau-là. Bon. Eh bien, ces pierres-là, euh, euh, est-ce qu'il faut acheter de l'or ou des pierres? C'était ça la question. Les prix des pierres précieuses évolue pratiquement linéairement vers le haut, doucement, mais ça continue à évoluer vers le haut, tout simplement parce que la demande est toujours plus forte que l'offre, et comme ce sont aussi des réserves de valeur, eh bien, automatiquement, le prix augmente aussi. Alors, ça augmente parfois un peu plus fort, parfois un peu moins fort que l'or, mais c'est beaucoup plus stable, alors que l'or peut faire des variations. Aujourd'hui, à cause de la flambée de la demande de l'or, c'est vrai qu'aujourd'hui, l'or augmente plus vite que les pierres précieuses, mais ce que je crois qu'il va se passer, c'est que, vous le savez peut-être, Donald Trump est en train de lancer un stablecoin, donc c'est-à-dire une crypto-monnaie stable adossée au dollar, et sans doute qu'il va annoncer qu'elle sera adossée à l'or aussi. Et dans ce cas-là, l'or va flamber et puis il va plafonner. Il va plafonner parce que on ne peut pas faire monter le prix de l'or plus fort que il faut. Le dollar ne peut pas monter autant, vu que cette crypto-monnaie sera aussi couplée au dollar. Une stablecoin est égal à 1 dollar vrai. Et donc, il va y avoir un problème. Donc, ça veut dire que le prix de l'or, si le stablecoin est adossé à l'or, le prix de l'or risque de plafonner, alors que le prix des pierres précieuses va continuer à augmenter. Donc, pour moi, s'il y a des gens qui disent: «Moi, je veux placer de l'argent à très long terme», c'est-à-dire 10, 15 ans, je leur conseillerais plutôt d'aller vers les pierres précieuses. S'il y a des gens qui disent: «Moi, je veux placer de l'or, mais j'en aurais besoin dans les 2, 3 ans», eh bien, placez plutôt en or, mais ne réfléchissez quand même aux pierres précieuses, c'est vraiment intéressant. Quel est le minimum à investir? C'est très simple, je ne sais pas, je ne connais pas chez les marchands. La société chez qui nous avons, été et chez qui nous sommes clients dit, si vous investissez un montant fixe, ou des montants fixes à des moments irréguliers, eh bien, c'est minimum 1 000 € plus 3% de frais, donc 1 030 €.
et la première fois, et ensuite c'est 250 euros. Chaque fois que vous versez, c'est minimalement 250 euros plus 3% de frais. Cette société offre aussi la possibilité de se créer un revenu ou un capital sur le très long terme en achetant de l'or par mensualité. Et là, c'est une autre affaire, puisqu'il y a des frais forfaitaires qui sont payables anticipativement. Et ça, je ne vais pas l'expliquer ici parce que ça me prendrait trop de temps. Et de plus, il y a une vidéo sur YouTube que j'ai mise et je suis tout à fait prêt à vous envoyer le lien de cette vidéo. Alors, quelqu'un qui dit je ne veux de l'or que chez moi, pas question de perdre le contrôle. Ok, faites ce que vous voulez. Moi, je vous dis qu'il y a un énorme risque, mais ça, c'est à vous de le savoir. Je peux acheter de l'or bien moins cher que dans la société chez qui tu es client. Oui, effectivement, si vous comparez de l'or chez, je sais pas moi, Monsieur Tartemuche, je ne vais pas citer de nom, Tartemuche qui vous vend de l'or et même une maison bien cotée, qui va vous dire oui, oui, moi je vous vends avec, je prends qu'une marge de 5%. Ben, demandez-lui quand même quels sont les frais à l'achat, quels sont les frais de garde et quels sont les frais à la revente. Vous allez tomber de votre chaise. Vous allez voir que j'ai pas encore trouvé une société qui fait mieux que la société chez qui nous sommes. Pardon, je suis désolé, j'ai fait des bêtises ici. Alors, euh, tu as acheté de la société dans une société allemande, pourquoi? Ben, j'ai acheté dans cette société allemande tout simplement parce que c'est la seule société qui répondait à tous les critères que je viens de citer. Mais cerise sur le gâteau, ce que j'ai découvert bien après, donc ça n'a strictement rien à voir avec mes critères, c'est que cette société est en Allemagne et qu'en Allemagne, il n'y a plus de droit de succession ni de taxe sur la plus-value à partir du moment où j'ai acheté de l'or et je l'ai maintenu dans cette société pendant 1 an et 1 jour. Oh, c'est intéressant. Voilà. Alors, à quoi faut-il faire attention quand j'achète de l'or? Ce sont les critères que je viens de donner. Donc, j'ai répété, le force juridique. euh, Est-ce que c'est à mon nom? Est-ce que c'est contrôlé par un notaire? Est-ce que vous connaissez la société? Est-ce que, etc., etc. Enfin, c'est ce que je vous ai dit. Pourquoi le prix ne correspond pas à ce qui est indiqué sur Internet? J'y ai répondu. Alors, c'est quoi les frais et c'est quoi la marge? Eh bien, la marge, c'est la marge bénéficiaire du commerçant, c'est là-dessus qu'il paye son personnel, qu'il paye ses vêtements, qu'il paye ses bagnoles, tous ses frais de fonctionnement, etc. Les frais sont des frais qu'il doit payer. Par exemple, ben, il paye des frais forfaitaires à la raffinerie pour acheter. Il y a des frais de transport qu'il doit payer entre la raffinerie et le stock lorsque vous achetez. Il y a sa licence annuelle de négociant qu'il doit payer à l'État, etc. Ce sont des frais incontournables et incompressibles qu'il a le droit de refacturer à ses clients. Qu'est-ce qui me garantit qu'on me vend de l'or physique? Eh bien, c'est ce que j'ai dit, c'est que le notaire qui annuellement fait le contrôle du stock, vérifie et certifie qu'il s'agit de l'or à 999,9 pour 1000 de pureté, et que c'est bien de l'or physique et pas de l'or papier, qui est une merde intégrale. Ne touchez pas à l'or papier. Tu dis que je dois garder mon or au moins 3 ans. Pourquoi? Non, je ne dis pas que vous devez garder 3 ans. Je dis vous devez les garder jusqu'au moment où l'augmentation du prix de l'or a compensé ou a retrouvé ou vous a permis de récupérer la marge que vous avez payée à l'achat. Lorsque vous avez acheté de l'or, eh bien, dans ce prix, il y a la marge du commerçant, ce qui lui permet de vivre. Et comme il n'y a pas d'intérêt, l'or ne rapporte pas d'intérêt, il n'y a que l'augmentation du prix qui peut vous faire récupérer cette partie-là du prix que vous avez payé et qui ne correspond pas à de l'or physique, qui correspond à la marge du commerçant. Donc, si vous aviez acheté de l'or, je répète, le 1er janvier de cette année-ci, vous aurez déjà pu récupérer votre marge pour le mois d'avril. C'était fait. Et ma main au feu que d'ici ceux qui achèteront de l'or aujourd'hui, eh bien, ma main au feu que mars de l'année prochaine, ou peut-être même déjà la Noël de cette année-ci, vous allez déjà avoir déjà récupéré cette marge. Donc, il ne faut pas le garder 3 ans, mais 3 ans, c'est la marge de sécurité que je donne aujourd'hui, vu les conditions géopolitiques dans lesquelles nous sommes. Normalement, dans les 3 ans, il est pratiquement certain que les 20% seront récupérés. Mais c'est juste une indication, ce n'est pas une règle absolue, il faut bien le comprendre. Quelqu'un a dit, alors je ne peux pas le revendre avant 3 ans.
Si, vous pouvez acheter de l'or aujourd'hui et le revendre, demain. Il y a absolument aucun problème. C'est votre or, c'est votre argent, vous en faites ce que vous voulez. Mais je rappelle que si vous achetez de l'or aujourd'hui à 1000 et que vous le revendez demain, vous allez toucher 800 parce que vous n'aurez pas le prix n'aura pas augmenté de 20, donc vous allez perdre 20 sur le prix. C'est pour ça qu'il ne faut pas revendre et que c'est un investissement à long terme, un placement à long terme. OK? Dois-je déclarer que j'ai acheté de l'or? Réponse: est-ce que vous déclarez au fisc que vous avez acheté 1 kilo de tomates, un canapé ou une bagnole? Non, parce que ce sont des marchandises et on ne déclare pas de marchandises. Donc c'est très simple, vous n'avez rien à déclarer lorsque vous achetez de l'or. Alors, pourquoi ma banque ne vend-elle pas de l'or? J'y ai répondu parce que c'est pas son métier et que ça fait des frais, qu'elle n'a pas la compétence très souvent. Tu me dis que l'or ne produit pas d'intérêt. Pourquoi? Parce que c'est une bête marchandise, c'est un métal. Pourquoi je dois payer des frais annuels? Ben, évidemment, si vous faites garder votre or par le négociant, ben, lui, il doit louer un coffre pour y entreposer l'or des clients. Il doit payer un notaire et l'expert qui vont expertiser annuellement votre stock. Et troisièmement, il paye une assurance pour si jamais le stock se faisait bombarder, qu'il y avait une bombe atomique qui tombait dedans ou que sais-je encore, eh bien, il y a une assurance en plus qui fait que votre or et votre fortune est complètement assurée. Ben oui, ce sont des frais, mais c'est tellement peu par rapport à l'augmentation du prix de l'or que vous vous y retrouvez toujours. Aujourd'hui, ces frais maximal, c'est 1,2 par an, sur la valeur de ce que vous avez payé et c'est déduit de votre plus-value sur l'or. Donc c'est vraiment inodore, incolore et insipide. J'ai payé et je ne reçois rien de la société, je suis inquiet. Oui, il y a des gens qui pensent qu'ils travaillent avec une banque. Je rappelle, lorsque vous achetez de l'or, vous achetez chez un négociant qui n'est pas une banque, qui n'a donc pas les mêmes réglementations et les mêmes devoirs d'information qu'une banque. D'accord? Beaucoup de gens pensent, ah, j'ai acheté de l'or en Allemagne, donc j'ai acheté chez une banque. Non, la société chez qui nous sommes clients, c'est une société de 5 personnes et peut-être une sixième. Un directeur général, sa fille qui est la directrice du marketing, une personne qui fait la comptabilité, 2 personnes qui s'occupent des clients et une personne qui s'occupe du marketing. Donc c'est 6 personnes, qui est directeur de marketing. C'est 6 personnes, c'est tout. C'est une petite société qui marche le tonnerre de Dieu, le feu de Dieu, certainement, aujourd'hui, heu et qui n'a absolument pas le devoir de vous informer que oui, vous avez bien reçu l'argent, par écrit, je veux dire, oui, vous avez reçu l'argent et oui, c'est transformé en or. Par contre, cette société, et la plupart des sociétés font ça, elles vous disent, voilà, nous avons une application, vous téléchargez cette application et vous avez toute l'information dans l'application. Et donc, vous n'avez pas à recevoir de mails, de courriers, etc. Par contre, il est important que vous ayez accès à votre application, qui est généralement cadenassée par un mot de passe et auquel vous avez toujours accès jour et nuit quand vous voulez. Et là, vous voyez votre situation. Voilà. Alors, il y a des gens qui disent, oui, mais je comprends pas, j'ai acheté de l'or il y a 3 ans et j'ai toujours le même montant sur mon décompte. Ah oui, effectivement, c'est tout à fait exact. Alors, il faut savoir qu'en Europe, il y a une réglementation. Toute société qui indique à ses clients, qui donne à ses clients deux informations, l'une des deux informations, un historique des achats-ventes ou une valorisation du stock, est considérée comme une banque et doit se conformer à toutes les réglementations bancaires. Or, moi, ce que j'ai absolument voulu pour mon épargne, c'est sortir mon épargne du système bancaire pour le mettre à l'abri de ce qui pourrait se passer au niveau des banques. Donc, je suis très content d'avoir trouvé ce négociant qui ne me donne pas la valorisation de mon stock. Par contre, ce négociant a un site public qui tous les jours donne le prix de l'or, même 2 fois par jour, puisque le prix de l'or change 2 fois par jour à Londres. Donc, tous les jours, il donne le prix auquel vous achetez et le prix auquel il rachète. Donc, il suffit que vous fassiez la valorisation vous-même. J'ai autant de grammes d'or, il est à tel prix d'achat. Donc, si j'avais acheté ce nombre de grammes au prix d'aujourd'hui, qu'est-ce que j'aurais payé comparativement à ce que j'ai payé? Et si je vais le revendre aujourd'hui, ben, qu'est-ce que je vais toucher? Voilà, c'est très simple. Et il y a zéro frais, 0 centime de frais
à la revente chez ce négociant. Donc, vous avez toujours de l'information, mais il faut aller sur l'application de ce, commerçant et généralement chez les autres commerçants, c'est pareil aussi. Est-ce que je peux acheter en plusieurs fois? Oui. À partir du moment où vous avez un contrat chez un commerçant, généralement, ce que vous avez, c'est l'équivalent d'un box de garde-meubles. Vous avez vous achetez ou vous louez un box de garde-meubles et vous mettez dans ce box les meubles que vous voulez, vous sortez, vous remettez d'autres meubles, vous y remettez les mêmes, peu importe. C'est vous qui choisissez ce que vous faites dans votre box. Tant qu'il y a des choses dans le garde-meuble, ben, vous devez continuer à payer, le prix du box. Mais, c'est tout. Donc c'est exactement comparable. Donc vous pouvez très bien, une fois que vous avez un contrat avec un numéro de contrat, ben, le numéro de contrat, c'est la même chose que le numéro de votre box de garde-meubles. Eh bien, vous versez de l'argent avec ce numéro de contrat à motif de paiement et la société sait que grâce au numéro de contrat, est-ce que c'est de l'or, est-ce que c'est des pierres, et elle va faire l'achat et la revente selon vos indications. Il n'y a absolument aucun problème. Vous n'avez pas besoin de chaque fois faire des nouveaux contrats comme vous devriez le faire avec une société d'assurance. C'est pas du tout la même chose. Je rappelle qu'on n'est pas dans un système financier et bancaire qui ont des règles très particulières comme les sociétés d'assurance et les banques. Voilà. Comment je communique avec une société allemande? Je ne parle pas cette langue. Alors, bonne question. Cette société, 6 personnes, il n'y en a pas une seule qui parle français. Donc, c'est très simple, ils parlent tous allemand. Mais aujourd'hui, grâce au système de traduction Internet et ChatGPT, etc., eh ben, ils utilisent un système de traduction automatique. Vous leur écrivez en français, il n'y a absolument aucune difficulté. Et de toute façon, lorsque cette société a un problème, eh ben, elle envoie votre communication chez le directeur commercial qui contacte alors un délégué de cette société de votre pays pour qu'il puisse prendre contact avec vous. Ça peut être moi, ça peut être quelqu'un d'autre, ça n'a pas d'importance. Voilà, donc c'est, de toute façon, ne vous inquiétez pas pour la langue, il y a absolument aucun problème. Ah, alors ici, c'est très bien. J'ai 70 ans et je vais placer 150 000 €. Je vous jure, ceci est un cas réel. Je pense essayer avec 1 000 €. Alors ça, c'est typique de personnes qui ont peur de prendre une décision. Je suis désolé de le dire comme ça, mais c'est vraiment ça. C'est: «Je vais essayer avec 1 000 €». Alors, imaginez la situation suivante. Vous avez 150 000 € sur votre compte, vous prenez un contrat pour 1 000 € chez ce commerçant dit: «Oui, voilà, j'ai tout, je j'ai pas de problème, heu, pas de difficulté» et heu, demain, les banques ferment et vous avez encore toujours 149 000 € qui est bloqué dans votre banque, que vous comptiez en réalité placer chez ce commerçant, après avoir testé le commerçant. Et qu'est-ce que vous allez tester avec 1 000 €? Ben, vous allez tester que, le bon de commande est bien passé, que ça a résulté à un contrat et que vos 1 000 € arrivent sur le portail client, comme ça s'appelle. Bon, c'est très bien, mais très honnêtement, je vois pas à quoi ça sert. Voilà, très honnêtement, je vois pas à quoi ça sert. Ou vous le faites ou vous le faites pas, mais si vous le faites, faites-le complètement parce que l'objectif que vous avez, c'est de préserver votre argent et là, je peux vous garantir que si jamais vous décidez de travailler avec la société où dont moi je suis client, là, je vous donne ma parole d'honneur que c'est nickel chrome. J'y suis depuis 2019 et je ne peux que m'en féliciter. J'ai 70 ans, j'ai 150 000 €, je pense acheter par mensualité. Alors là aussi, erreur de raisonnement. Quand vous avez 70 ans, est-ce que c'est à cet âge-là que vous allez commencer à faire des petites épargnes par mensualité pour au bout de 15-20 ans avoir un capital avec lequel vous allez pouvoir payer votre retraite? Vous en aurez 90 à l'époque, à ce moment-là. Donc, si vous avez 70 ans et que vous avez 150 000 €, le contrat versement unique, comme ça s'appelle, évidemment, c'est d'évidence. Pour des jeunes qui disent: «Moi, j'ai 15 ans ou encore 20 ans à fournir, je travaille, je suis indépendant ou je suis employé
et je veux me construire une assurance vie adossée à l'or, je vais vous montrer tout de suite quelque chose qui va vous plaire. Oui, là, c'est tout à fait adapté. Mais si vous avez de l'argent d'épargne et que vous voulez la sauver maintenant, c'est pas par mensualité qu'il faut travailler, c'est placer tout d'un bloc et vous serez beaucoup mieux servi, bien évidemment. Est-ce qu'il y a moyen d'acheter de l'or ou des pierres par mensualité? Oui, bien évidemment. Qu'est-ce qui me garantit que le prix de l'or ou des pierres va monter? Rien, absolument rien. Aujourd'hui, on est dans cette condition-là. De tout temps, l'or et le prix des pierres a monté pour une raison toute simple. C'est que l'or et les pierres, c'est le rempart ultime contre l'inflation. Quand il y a inflation, le prix de l'or monte. Quand il y a inflation, le prix des pierres monte. C'est très très simple. L'inflation, c'est la baisse du pouvoir d'achat et l'or, c'est le maintien du pouvoir d'achat. Donc, l'or va toujours monter tant qu'il y a de l'inflation. Le jour où on aura trouvé un système qui va éliminer l'inflation, oui, à ce moment-là, l'or et les pierres ne vont plus monter. Deuxième chose qui fait baisser les prix de l'or, c'est la spéculation contre le dollar, puisque je rappelle qu'en 1971, Monsieur le Président Nixon a annulé la convertibilité du dollar en or. Et donc, l'or est devenu de ce fait-là non plus une monnaie, mais une marchandise, ça c'est la première chose, mais l'or a gardé toujours ce statut de valeur de réserve. Et quand on n'a plus confiance dans une monnaie, mais qu'est-ce qu'on fait? On va transformer cette monnaie en or. C'est ce qui est en train de se passer depuis 3 ans et demi maintenant, et particulièrement avec les BRICS qui disent, moi je ne vais plus entendre parler du dollar, donc j'achète de l'or. Bien. Mais donc, ce qui se passe, c'est que quand vous avez le dollar qui monte très fort ou que les taux d'intérêt sur les bons du Trésor américain augmentent, les bons du Trésor rapportent de l'intérêt et l'or ne rapporte pas d'intérêt. Eh bien, les spéculateurs professionnels, qui évidemment spéculent sur des milliards et des milliards, eh bien, qu'est-ce qu'ils font? Ils vendent de l'or et ils rachètent des bons du Trésor parce que ça, c'est le rapport du 4%. Ce qui va se passer probablement, puisque tout a l'air d'aller dans cette direction, c'est que Trump aura la peau de Jérôme Powell. Jérôme Powell, c'est qui? C'est le directeur de la Fed. S'il a la peau de Jérôme Powell, qui refuse de faire baisser le taux directeur des crédits aux États-Unis, s'il a sa peau, il est certain que les taux du crédit vont descendre. Donc, ça veut dire que le rendement des obligations américaines va descendre aussi, que le dollar va chuter en valeur. Et qui va être les grands gagnants? C'est l'or qui va flamber, évidemment, parce que quand le dollar baisse, l'or monte, et quand le dollar monte, l'or baisse. Donc, je ne peux pas garantir que ça va continuer à monter, mais aujourd'hui, tout, absolument tout pointe dans la direction d'une énorme montée de l'or pendant encore au moins 2, 3, 4 ans. Voilà. Alors, je vais vendre ma maison. Mon banquier veut que je mette cet argent en assurance vie. Ton avis? Moi, je vous dis une chose. Avec une assurance vie, ce sera plus que probablement en fonds européens. Donc, c'est en euros. Donc, ça veut dire, je reviens au début de mon discours, le prix de l'euro ou la valeur de l'euro va baisser. Et donc, si la valeur de l'euro baisse plus que de 1,5%, ben, ça veut dire que non seulement vous perdez de l'argent, mais en plus, ça bouffe déjà la pauvre petite rentabilité de votre assurance vie. Moi, je vous dis, si vous avez vendu votre maison et vous voulez vraiment mettre cet argent à côté, mettez ça dans de l'or. Là, vous dormez tranquille, encore au moins pendant 3, 4, 5 ans. Voilà, sans aucun problème. Mon banquier refuse de faire mon virement pour acheter de l'or. Qu'est-ce que je dois faire? Votre banquier n'a pas à refuser de faire ce virement. Votre banquier essaye de vous faire peur. Et donc, moi, c'est très simple. S'il dit je refuse de le faire, je dis passez-moi votre patron, parce que je vais lui expliquer quelque chose. Et je lui explique la même chose que je vous ai dit. Est-ce que vous avez un produit qui me rapporte du 10,5%? Non? Eh bien, alors achetez de l'or vous-même, vous allez voir, vous allez gagner de l'argent. Mais aujourd'hui, moi, je ne veux plus travailler avec une banque qui n'est même pas capable de rémunérer mon argent et comment dirais-je, de le garantir contre l'inflation. Donc, par conséquent, monsieur, vous allez exécuter mon virement, point à la ligne, et je ne veux pas de discussion. Et ça se passe très, très bien. Ne vous inquiétez pas. Il suffit d'être un petit peu, voilà. Alors, si je meurs, qu'est-ce qui se passe avec mon or? Ben, si vous mourrez, il peut se passer 2 choses. La première chose qui peut se passer, c'est que, enfin qui va se passer nécessairement, c'est qu'il y aura un notaire qui va s'occuper de votre succession.
Si votre notaire voit dans vos papiers que vous avez un contrat d'or, nous avons déjà eu le cas plusieurs fois, eh bien, il va faire une chose, il va exiger qu'on vende immédiatement cet or, qu'on fasse transiter, enfin qu'on fasse récupérer l'argent chez le notaire. Et pourquoi est-ce que le notaire veut faire ça? J'ai rien contre le notaire, il doit vivre aussi, mais sachez que le notaire, il demande toujours la liquidation du contrat pour une chose très simple, c'est qu'il touche sa commission là-dessus, 7%, et il va partir avec ça. Voilà. Donc, c'est ça. Or, je rappelle qu'il n'y a pas de droit de succession à payer si vous avez été propriétaire de cet or pendant 1 an et 1 jour, à tout le moins dans cette société allemande. Hein. En France, je ne dis pas. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est soit vous transférez la propriété de ces contrats à vos héritiers de votre vivant, ce qui est possible, et ça coûte 0 francs 0 centimes, ou ce que vous faites aussi, c'est que vous dites à vos héritiers de demander au notaire un acte de notoriété, c'est-à-dire un document qui stipule qu'ils sont bien vos héritiers. Et dans ce cas-là, ils envoient cet acte de notoriété à la société qui, du coup, va vous demander ce qu'il faut faire de ce contrat. Voilà. Donc, ça, c'est. Et ceci, vous avez le droit de le faire parce que vous n'avez pas acheté de l'or en France ni revendu en France. Donc, voilà. Alors, est-ce que je peux transmettre mon or ou mes pierres de mon vivant? Oui, exactement, de la même façon. Vous pouvez très bien décider que vous voulez transférer la propriété de votre contrat à quelqu'un d'autre. Techniquement, ce qui va se passer, c'est qu'il va ouvrir un contrat lui-même et ensuite on va balancer le contenu de votre contrat dans le sien et puis c'est fini. Et tout ça sans frais aucun. Voilà en ce qui concerne les questions. J'espère que j'ai répondu à peu près tout. Est-ce qu'il y a des questions qui seraient alors, je vois aussi comme crypto-monnaie s'évapore, il y a effondrement de l'internet, comment récupérer? Hem, non, désolé Dominique, je suis désolé, si tu lis les conditions générales, elles sont baissées de 1,80 à 1 € à 1,2. Les frais sont baissés de 1,80 à 1,2, donc maintenant c'est 1,2. Heu Comme, s'il y a effondrement de l'internet, comment récupérer de l'or? Alors, c'est aussi une question qu'on me pose souvent, désolé, j'ai oublié de la noter. Si internet s'effondre, ça veut dire quoi? Beh, ça veut dire que toute l'économie s'arrête d'un seul coup. Aujourd'hui, vous ne pouvez même plus imaginer un boucher qui envoie une lettre par la poste, à l'abattoir pour demander, «Est-ce que vous pouvez me réserver telle et telle pièce de viande?» Ça n'existe plus. Tout se passe par internet. Donc c'est très simple, si internet s'effondre, c'est toute l'économie qui s'arrête net. Donc oui, il est possible que internet s'arrête 1 ou 2 jours, là, il faudra mordre sur votre chic, mais bien évidemment, internet va, se, rétablir. Deuxièmement, vous avez toujours, le courrier ou le téléphone, vers la société, pour pouvoir faire toutes les transactions que vous souhaitez. Ça durera un peu plus longtemps si vous travaillez par la poste, mais c'est toujours possible. Donc je ne crois pas à l'effondrement d'internet et c'est tout à fait évident que vous allez pouvoir récupérer vos avoirs, il y a aucun problème. Alors, Mandala qui dit: «Bonjour François, qu'en est-il de l'argent, l'argent métal?» Eh bien, j'ai répondu à ça, j'ai dit: «Ayez un petit peu d'argent pour si jamais il y a une crise, mais ne mettez pas tout votre épargne égale pour moi placement à long terme, dans de l'argent». Devons-nous déduire qu'il ne s'agit pas d'or physique, mais d'or papier? Mais non, évidemment, il s'agit d'or physique et pas d'or papier. L'or papier, c'est une arnaque. Il faut savoir que j'ai aussi fait une émission là-dessus il y a 1 an et demi, 2 ans, où j'ai cité le fondateur de l'or papier, donc la personne qui a inventé le système, qui est un Anglais, qui a écrit un livre à ça, qui a écrit avant sa mort, en ayant vraiment du remords, parce qu'il s'est rendu compte que le système a été complètement dévoyé de ce qu'il voulait faire au départ. Il y a aujourd'hui 3 900 plus d'or papier dans le marché qu'il n'y a d'or physique existant sur Terre. Donc ça veut dire que ceux qui vont vendre leur or papier juste à temps, ben, ils vont peut-être récupérer leur mise,
Mais ceux qui vont vendre leur papier en dernier lieu, c'est-à-dire tous les petits imbéciles qui ne suivent pas le marché, etc., ben, eux vont se faire ratiboiser parce que, je te répète, il y a 3900 fois plus d'or papier sur la Terre qu'il n'y a d'or physique existant sur Terre. C'est complètement dingue. Donc, l'or papier, c'est une arnaque. Je ne veux pas entendre parler d'or papier. Nous, on travaille que dans l'or physique. Point. Enfin, nous, je veux dire, moi et ce que je conseille, c'est de travailler dans l'or physique. Si je veux remettre une autre somme, faut-il refaire un nouveau contrat? Non, c'est ce que je dis. Si vous voulez mettre une somme, à partir du moment où vous avez un contrat, il suffit de faire un virement à la société en disant voilà, c'est pour le contrat un tel. C'est comme si vous disiez c'est pour le box de déménagement de garde-meuble autant. Et voilà, je vais mettre un nouveau meuble dans ma box, c'est tout. Voilà. Alors, Kate, merci François. Alors, recevons-nous le lingot correspondant à notre mise? Non, puisque le but, c'est que vous n'ayez jamais le lingot. Parce qu'à partir du moment où vous avez le lingot chez vous, ben, vous avez de nouveau le même problème. Vous avez le problème de la garde, vous avez le problème de la sécurité, etc., etc. L'objectif, c'est de maintenir votre pouvoir d'achat, c'est pas d'avoir de l'or. L'or est juste un moyen pour garder son pouvoir d'achat. Et donc, l'or, il reste toujours là-bas. Moi, j'ai pas du tout l'intention d'avoir le moindre gramme d'or chez moi. Jamais, bien évidemment. Parce que l'objectif pour moi, c'est pas d'avoir de l'or, c'est d'avoir un moyen qui me permet de maintenir et de préserver mon épargne et mon pouvoir d'achat. Ça, c'est l'objectif. C'est pas d'avoir de l'or. L'or est juste la solution, mais pas l'objectif. Alors, est-ce qu'il y a encore d'autres? François, à quelle société êtes-vous, s'il vous plaît? Ça, envoyez-moi. Alors, je vais mettre tout de suite, excusez-moi, je vais faire tout de suite ceci. Bannière. Toc. Ah ben attendez, ben, je vais le mettre ici. Je vais le faire ici. Toc. Voilà. Vous m'envoyez un mail à f.ordep@pm.me, là. D'accord? Ce que vous voyez sur l'écran maintenant, ça c'est mon mail, parce que je n'ai pas le droit de faire la publicité pour une société particulière, ni de démolir une société sur Internet. Donc, je me garderai bien de faire quoi que ce soit. Je vous dis simplement ce que j'ai fait pour moi, mais je ne vous citerai pas le nom de la société pour l'instant. Des gens qui ont colporté 1000 fois des mensonges en sont encore à vendre des produits financiers. Extraordinaire. Ben oui, malheureusement, il y a beaucoup de gens qui sont attirés par les gains et qui sont attirés par les mensonges. Donc, voilà. Moi, ce que je vous dis, c'est, prenez conscience des risques que vous avez et contrôlez. Les conditions générales de vente sont là pour ça. Pardon? Oui, et donc c'est particulièrement le fort juridique. Ça, c'est hyper important, le fort juridique, d'accord? Heu, alors, comment partir du pays si on a des pièces d'or? Alors, si vous avez des pièces d'or et d'argent, alors vous ne partez pas du pays, tout simple. Enfin, si, vous pouvez partir du pays, mais vous les y laissez parce que je rappelle ou je signale quand même que si vous avez le droit de transporter vos pièces et votre or dans votre pays, vous n'avez aucunement le droit de lui faire traverser les frontières. Donc, faites horriblement gaffe à ça. Et donc, c'est pour ça que je dis, moi, mon système à moi, c'est je ne veux pas d'or, je ne veux pas de pierre. J'ai mis mon argent dans l'or et des pierres pour sauver le pouvoir d'achat de mon argent. Mais par contre, si je change de pays, ben, je peux très bien me faire payer dans cet autre pays. Il n'y a absolument aucun problème, puisque moi, c'est pas l'or ou les pierres qui sont importantes, c'est l'argent que j'y ai mis dedans et que je ne veux pas perdre le pouvoir d'achat de cet argent. Combien valent les pièces de l'Alliance humaine en argent? Ah ben, écoutez, si on prend, au coût de l'argent aujourd'hui, dans le marché, chez un marchand, on doit pas être loin du prix, d'achat, mais on sera encore en dessous du prix d'achat parce que je rappelle que la pièce argent de l'Alliance humaine n'avait pas pour but de faire de faire du profit là-dessus. C'était, d'abord, heu exactement ce que j'ai dit, c'est d'avoir une réserve d'argent en cas de crise. Voilà, d'accord? Et deuxièmement, je rappelle que la pièce en argent, de l'Alliance humaine est plaquée or. Elle est unique, c'est une pièce absolument unique et de par ce fait-là,
elle a beaucoup de valeur déjà parce qu'elle sera terriblement demandée étant donné sa rareté. Ça, c'est aussi très important. Ok, alors qu'est-ce qu'il y a encore? Ou acheter des pièces d'or. Oriane Legros, ou acheter des pièces d'or. Moi, je vous dis, je ne travaille pas dans des pièces, je travaille que dans une société qui me vend de l'or en grammes et en milligrammes sous forme de lingots, de façon à avoir la certitude que j'ai bien de l'or physique d'une pureté totale et que je ne dois pas m'embarrasser de problèmes. Quel est l'alliage et quelle est la demande de ces pièces, etc. Voilà. Merci Muriel pour ton témoignage, c'est vraiment génial. Merci Marie-Christine. Bon, je crois que je suis à peu près au bout, hein. Y a-t-il des frais de sortie? Non, absolument pas. Il n'y a pas de frais de sortie. Il n'y a absolument pas de frais de sortie quand, en tout cas, la société chez qui nous sommes clients ne demande 0 frais, 0 centime lorsque nous voulons revendre tout ou partie de l'or ou des pierres que nous avons chez eux. Voilà. Le gouvernement allemand peut-il changer la loi pour saisir l'or? Potentiellement, le gouvernement allemand peut faire ce qu'il veut. Je signale néanmoins que même pendant la Deuxième Guerre mondiale, le gouvernement allemand n'a jamais sorti de loi réquisitionnant l'or de ses concitoyens. Il a volé honteusement, je suis d'accord, l'or des Juifs, mais il n'a pas changé la loi pour saisir l'or. Et aujourd'hui, l'Allemagne, même si elle est en récession, n'a absolument pas le problème financier qu'a la France, puisque je rappelle que la dette publique allemande est égale à 60% de son PIB, alors que la dette publique française est égale à 250 fois son PIB. C'est quand même une sacrée différence. Et donc, je n'ai aucune crainte que l'Allemagne se mette à changer les lois à ce sujet. Kate, merci, la sécurité est assurée. Oui, tout à fait. Bonsoir, la société achète-t-elle de l'or en pièces? Par exemple, si tu en avais chez toi. Ah, non. Alors ça, il faut le savoir une chose, c'est que cette société et toutes les sociétés sérieuses ne peuvent pas racheter ou récupérer ou stocker de l'or dont elle ne connaît pas la provenance, parce que c'est tout de suite considéré comme blanchiment d'argent. Et donc, par conséquent, elle refuse absolument et strictement de récupérer ou d'accepter qu'un client, imaginons même que vous disiez, voilà, je vais mettre 100 000 euros et je vais placer 100 000 euros d'or chez cette société, à condition que cette société accepte que je mette un lingot même de 100 grammes chez elle. La société va refuser toute net, elle n'a pas le droit, sinon elle perd sa licence. Et c'est très bien ainsi, parce que c'est une des choses aussi qui fait que la société est considérée comme hyper sérieuse, bien évidemment. Alors, je suis frontalière et ne préfère pas transférer mes francs suisses dans mon compte en euros. Est-ce judiciaire? Est-ce judicieux? J'imagine que c'est ça que vous voulez dire. Ben, évidemment, si vous avez la chance, la possibilité, parce que vous êtes transfrontalier ou que vous êtes suisse et que vous avez un compte en Suisse, s'il vous plaît, gardez votre compte en Suisse. Il sera toujours bien mieux et plus intéressant qu'un compte en France, c'est c'est certain. D'accord. Alors, comment acheter une pièce d'argent de l'Alliance humaine? Il n'y en a plus, malheureusement. Marion, je suis désolé, il n'y en a vraiment plus. Ça a été une opération qui a été unique et puis maintenant, c'est fini. Sauf si vous trouvez quelqu'un qui a une pièce et qui veut vous la vendre. Le fait d'être dans l'Europe pose-t-il un problème à l'avenir? Alors, le fait d'être en Europe ne pose pas un problème à l'avenir, c'est déjà un problème maintenant, et c'est un problème depuis que l'Europe existe, hein. Donc, c'est tout à fait clair. Vous voyez bien avec tout ce que nous raconte X, que vous pouvez trouver sur information sur X ou partout dans les médias alternatifs sérieux, eh bien que ça craque d'absolument partout.
Viktor Orban qui est en train de dire nous allons quitter l'Europe, Mélanie qui est en train de dire je veux expulser et j'exige la démission de Van der Leyen tout de suite. Enfin, l'Espagne qui refuse de financer les efforts de guerre, etc., etc. Ça craque de strictement partout. Allez, personnellement, j'espère que ça ira plus vite, mais je vois que dans ma vision à moi, l'Europe aura disparu d'ici 2 ans. Il y aura plus d'Europe. Voilà. Mais donc, ça va créer des problèmes pour chaque pays, mais ce sera quelle libération de retrouver sa souveraineté. Voilà. L'Allemagne ne va pas bien non plus, alors comment être sûr d'avoir le tort si l'Allemagne coule aussi? À nouveau, je répète, si l'Allemagne va mal et que le système bancaire va mal ou que l'État va mal, je m'en fous éperdument. Mon or n'est ni à l'État, ni dans une banque. L'or est mon argent est dans de l'or dans un coffre privé. Ça n'a strictement rien à voir avec l'économie allemande. Donc je m'en fous éperdument. Honnêtement, je m'en fous. Ça n'a aucune importance. Voilà. François, que ferais-tu si tu avais des pièces actuellement? Ah, je me pose la question. D'abord, combien est-ce que j'en ai? Parce que si j'en ai trop par rapport à ce que je vais avoir chez moi, je rappelle que pour moi, avoir 3, 4, 5 000 euros de réserve financière sous forme d'argent ou de pièces, c'est bien, mais plus c'est dangereux parce que si je me fais cambrioler, ben, j'ai autant de pièces en moins. Donc, ce dont je n'ai pas besoin, deuxième question que je me pose, c'est est-ce que je fais un bénéfice ou est-ce que je fais une perte si je les vends maintenant? Et tout dépend du moment où je les ai achetés et l'augmentation de la valeur des pièces. Donc ça, c'est à vous de faire les calculs. 3, si je fais un bénéfice, eh bien à ce moment-là, je vends et cet argent-là, je l'envoie dans la société en Allemagne et je rachète de l'or. C'est aussi simple que ça. Jean-Claude Garcan. Bonsoir François, c'est exact ce que tu dis de la société. Je ne sais pas à quoi tu fais référence, Jean-Claude, donc je m'excuse de ne pas pouvoir répondre parce que je n'ai pas exact. Hein. Ah oui, oui, ce que je dis à propos de la société est exact, oui, ça c'est sûr. Marion. Voilà, pour les pierres précieuses, c'est pareil, on ne peut passer la frontière avec, non, non plus. Vous ne pouvez pas passer la frontière avec. Je complète ma question. Pièces d'or Britannia et Napoléon, les vendrais-tu? Peu importe de quel type de pièce il s'agit, je dis simplement, je garderai les pièces dont j'aurai besoin pour en cas de coup dur, si jamais les banques ferment, etc. Je sais que si les banques ferment, j'aurai besoin d'avoir de quoi payer mes courses de tous les jours et vivre ma vie. J'aurai besoin de quoi tenir 2 mois. Au bout de 2 mois, on aura une réglementation qui fera que, d'une façon ou d'une autre, ben, je saurai comment me comporter parce que le gouvernement et les banques auront eu le temps de organiser une façon de faire qui me permettra de récupérer tout ou partie de l'argent qui est bloqué. Donc, par conséquent, j'ai besoin de quoi payer en cash ou en pièces ou en argent, enfin, que sais-je, pendant 2 mois. C'est ce que j'estime. 2 mois, maximum 3 mois. Donc, dépendant de votre train de vie, vous dites, voilà, moi j'ai un train de vie qui me coûte 2 000 € par mois. Ben, si vous prenez 3 mois, vous avez 6 000 €, la valeur de contre-valeur de 6 000 € en pièces. Bien. Je rappelle que si jamais il y a un crash, la valeur de ces pièces va instantanément doubler. Donc, vous pouvez même vous dire, j'ai besoin que d'un mois et demi de pièces parce que la valeur va doubler. Enfin bon, voilà. Donc, moi, je vous dis 4-5 000 € chez moi, c'est le maximum que j'aurai et tout le reste, je le mets en sécurité. Je répète, Romain, que l'entreprise ne peut pas acheter quoi que ce soit, ni récupérer quoi que ce soit de la part des clients, sous peine d'être taxée de blanchiment d'argent. La société ne fait qu'une chose, elle reçoit un ordre de votre part, donc c'est un courtier. Elle reçoit un ordre de votre part, elle reçoit de l'argent de votre part. Avec cet argent, elle l'amène à la raffinerie, elle achète de l'or
où elle va chez un marchand agréé de l'État allemand et officiellement reconnu et tout, elle achète des pierres précieuses, elle les met dans un stock à votre nom et elle les garde à votre nom tant que vous ne dites pas qu'il faut en faire quelque chose. C'est tout. Elle ne fait rien d'autre et elle ne va jamais acheter ou récupérer vos pièces, vos bijoux ou que sais-je encore. C'est pas son rôle. Ça, c'est les rôles de marchands que vous trouvez dans votre rue ou dans votre ville et qui sont habilités à faire ce genre d'expertise. Et là, évidemment, il y a à boire et à manger. Donc, faites au minimum un certain nombre de contrôles. À ce titre, si jamais vous achetez des pièces d'or pur ou d'argent pur chez un commerçant, euh, quelques règles. Premièrement, exiger que ces pièces soient emballées dans du plastique dur, soudé. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas sortir de l'emballage plastique. Et du plastique dur, plastique épais, soudé. Vérifiez la pièce sous toutes ses coutures avec une loupe pour vérifier qu'elle n'est pas griffée. Troisièmement, vous exigez une facture qui explicite les frais, donc le prix, les frais, mais aussi les frais au rachat. Pourquoi? Parce que si vous revendez cette pièce, je vous conseille de faire une seule chose, c'est d'aller avec cette pièce et la facture, que vous gardez précieusement, chez ce même commerçant, et que ce même commerçant vous rachète la pièce, et donc vous la gardez bien évidemment dans son emballage plastique. Ceci pour des pièces qui sont 100%, enfin 999,9 pour 1000 de pureté. Toutes les autres pièces, comme des Napoléons, des Britannia, machin, bazar, il y en a des millions et des millions qui ont été produites. Ça part dans tous les sens, c'est griffé, c'est un petit peu oxydé, etc. Et ça change de prix tout le temps. C'est pour ça que je ne veux pas, moi, me mettre dans ce commerce de la pièce. Ça ne m'intéresse absolument pas. Moi, je veux être l'esprit tranquille. Mes 10 000 euros sont en or dans un lingot. Ce lingot est bien gardé. J'ai toute confiance dans la société. Je sais comment ça se passe. Et quand je vends, je sais que je vais récupérer mon pognon. Point barre. Pour le reste, je dors tranquille. J'ai pas envie d'y penser. Je suis paresseux. Voilà, c'est comme ça. C'est mon système à moi. Merci beaucoup, Véronique. Voilà. Eh bien, merci à vous. Je sais que j'ai été très long aujourd'hui puisque c'est presque 2 heures que je blablate, mais je tenais à faire cette précision pour que tous ceux qui souhaiteraient aujourd'hui mettre l'épargne de côté, ben, ils aient tous les renseignements. Donc, je ne dis absolument pas vous devez aller dans la société où nous sommes. J'ai pas dit ça. J'ai dit faites attention. Et pour faire attention, ben, je vous donne un certain nombre de critères auxquels je vous invite vraiment, vraiment à faire attention pour que vous soyez sûr de ne pas faire de bêtises parce qu'il y a beaucoup à boire et à manger. Et c'est pour ça que je déconseille absolument d'acheter de l'or sur Internet parce que sur Internet, on vous dit c'est de l'or à 999,9 et quand vous le recevez, que vous le faites expertiser, vous vous rendez compte que ce n'est pas le cas. Et donc, et de nouveau, si vous achetez sur Internet, première chose, la toute première chose, le fort juridique. Quel est le fort juridique de cette société? Si je porte plainte, est-ce que je peux porter plainte à un tribunal auquel j'ai accès? C'est facile d'accès, c'est en Europe, etc., etc. Si vous ne trouvez pas de fort juridique, mon conseil, ne faites rien. Surtout, n'allez pas plus loin. C'est très simple. Le fort juridique, c'est le plus important. Et deux, j'ai oublié de dire ça dans mes critères, je ne les ai pas notés, donc je vais spécialement insister là-dessus. Où est gardé l'or? Ça, c'est très important. Où est-il stocké? Parce que je prends une société française de renom, dont je vais le taire, mais qui dit notre stock est gardé dans un endroit de haute sécurité. Ah, c'est quoi cet endroit? Pas de réponse. Eh bien, il se pourrait très bien que ce stock de haute sécurité, c'est la cave de sa grand-mère qui habite quelque part en plein milieu de nulle part et qu'il estime que la cave de sa grand-mère est un endroit absolument idéal pour le stocker parce qu'il n'y a personne qui va jamais chez sa grand-mère. Je suis désolé, c'est pas un stock de haute sécurité, ça. Un stock de haute sécurité, ça doit être dit où est stocké votre or. Hein, d'accord? Donc, à la société allemande, nous savons très précisément où est le stock. D'accord? C'est en plein milieu de Francfort, c'est à 50 mètres sous terre, et c'est dans un énorme bunker qui contient non seulement l'or des clients de cette société,
mais qui contient aussi, des tableaux de musée, des papiers, hyper importants, des archives, historiques et cetera, qui sont gardés dans ce stock et voilà et c'est un truc, avec une porte blindée, monumentale. Ça, on sait. Donc on sait où il est. Ça, c'est important. Voilà. Bon, beh, écoutez, merci infiniment de votre fidélité. 1852 personnes encore maintenant, c'est absolument incroyable. Merci à vous de votre fidélité, merci de votre écoute. J'espère que ça vous a intéressé et je vous souhaite, beaucoup, beaucoup de succès dans la sauvegarde de votre épargne. Merci encore et à très, très, très bientôt. Au revoir.